à tous, bienvenue sur ce premier épisode de notre émission Fifou. Je suis Grégoire, accompagné de William et Fabien. Salut. Salut. Épisode 1, épisode 0, épisode pilote, appelez-le comme vous le voulez. On est là pour se tester, vous tester, nous tester et voir ce que ça donne. L'idée était de pouvoir se retrouver autour de plusieurs thèmes, de pouvoir échanger et de pouvoir ouvrir le débat, lancer la discussion sur quelques sujets divers et variés. Avant de démarrer, on va se présenter rapidement. Fabien, je te laisse commencer. Pas de souci, donc je suis Fabien, je vis à San José, Californie, donc pour moi il est à peu près 11h et quelques, et du soir bien évidemment, et je travaille pour Accenture dans un laboratoire de recherche Accenture Tech Labs, waouh, donc voilà, c'est à peu près tout. Will ? Alors, je suis William, j'habite à Hong Kong et je bosse pour une boîte qui s'appelle Spark Model. Je suis chef de projet sur l'implémentation d'un ERP. Super, et je suis Grégoire. Alors moi c'est très exotique, hein. Moi je vis bien à l'autre bout du monde, hein, par rapport à vous deux, ce qui représente en fait tout simplement le centre du monde, hein, Paris. Paris ville lumière, Paris magnifique, Paris incroyable. Paris mais avant tient. tout, évidemment, avant tout je suis alsacien, hein, c'est ça qui est important. Et puis je travaille dans une entreprise qui vend des pièces détachées pour l'automobile. Et je suis chef de projet, responsable de l'informatisation des populations commerciales. On va passer au premier sujet. Le sujet que nous avons sélectionné est un sujet qui nous intéresse. L'article, c'est basé sur un article. On mettra les liens des articles, des choses qu'on cite dans les descriptions de l'émission. Le premier article est un article paru sur BFM Business qui s'appelle « Demain, vous ne travaillerez plus assis au bureau ». Rapidement l'article, hein, je vais peut-être le résumer en quelques mots. Dans la Silicon Valley, c'est ça qui m'intéressait, qui nous intéressait, hein, c'était de pouvoir faire un tour un petit peu de la question sur ce sujet. Et donc dans la Silicon Valley, la dernière tendance, c'est de travailler debout ou même de faire du sport devant son ordinateur. Plusieurs exemples sont donnés de bureaux qui montent, de tapis roulants, d'un vélo d'appartement, ou voire même d'une chaise type dentiste qui s'incline et son écran suit. Ce qu'on voulait savoir, on voulait débattre peut-être de cette idée. Est-ce que vous, par exemple, c'est quelque chose qui vous touche à titre personnel, enfin dans vos bureaux? Est-ce que ce sont des problématiques qui sont évoqué ou pas? Alors, vas-y, Will. Vas-y, alors moi, c'est assez rapide. Dans mon bureau, personnellement, j'ai une chaise de bureau, mais je sais que j'ai une collègue qui s'assoit sur un énorme ballon toute la journée pour aider son dos à rester droit. Et l'autre chose que je peux dire, c'est que si effectivement je me lève pas, si je reste trop longtemps assis au bureau, au bout d'un moment, je me sens bien, mais je fatigue. Alors, se lever une fois de temps en temps, c'est pas plus mal. Donc, je peux comprendre assez facilement le raisonnement qui est faire un peu de sport, ça te réveille et tu travailles mieux. C'est possible. Ouais, en effet. Ouais.
Alors moi, pour ma part, bon, moi, je travaille dans la Silicon Valley, donc alors chez Accenture, enfin, je vais citer ma compagnie, en fait, c'est une pratique dans les nouveaux bureaux qui est d'emblée proposée, que ce soit dans la Silicon Valley ou pas, par ailleurs, puisque par exemple, j'ai travaillé au bureau de Montréal pendant 5 ans et on a changé de bureau au bout de la deuxième année. Et dans le nouveau bureau dans lequel on est rentré, eh bien, on avait cette possibilité d'avoir donc des bureaux ajustables. Donc, c'était pas sur tous les bureaux en effet, mais sur certains bureaux qui sont particulièrement en fait qui sont en face des fenêtres. Donc ils ont mis, il y a plein de fenêtres partout. En face des fenêtres, ils mettent des bureaux donc pour une seule personne. Et ce bureau peut être réhaussable donc manuellement. Alors il n'y a pas de moteur dans l'article pour ceux qui vont passer à travers. Eh bien il parle d'un petit moteur, etc. Alors là c'est beaucoup plus manuel, hein, tout simplement. Cela étant, c'est très très bon. Moi je sais que je travaille à peu près 25 à 30% de mon temps debout. Quand on a la possibilité de le faire et quand on a les appliances pour le réaliser, ben on l'utilise en fait. Donc il y a soit ça, donc soit ces bureaux-là qui sont ajustables, soit des bureaux qui sont d'emblée à une hauteur qui permet de travailler directement debout. Et vous avez des chaises qui sont relativement plus hautes que prévu, des chaises tabourées, si vous voulez travailler assis. Donc ça, c'est ce qu'on a au bureau de Montréal notamment, et c'est ce qu'on a aussi dans la Silicon Valley, dans nos bureaux plus traditionnels. Donc voilà, moi, pour ma part, un très gros plus de faire varier les positions. D'ailleurs, dans l'article, il le mentionne très bien, c'est que c'est pas, enfin, il y a des effets en fait très néfastes pour la santé de rester assis. Ok. Donc voilà, c'est une bonne idée. Maintenant, pour tout ce qui est sport. Donc devant l'écran ou encore travailler couché, ça, ce sont des exemples que j'ai personnellement pas vus. Et ça ressemblerait particulièrement à des exemples plus possibles en fait dans des startups plus qu'autre chose, hein, de ce que je vois finalement. Donc voilà, il y a plusieurs questions derrière, mais je vais pas monopoliser la parole, mais il y a plusieurs questions que je me posais tout simplement derrière ça. Mais Je trouve ça un peu difficile parce que je sais pas pour votre expérience de travail, mais tu t'es interrompu toutes les 5-10 minutes à quelqu'un qui vient te voir au bureau. Ça fait un peu bizarre de devoir parler à quelqu'un alors que tu es en train de courir, de je ne sais pas quoi. Si tu veux, ouais, même taper, enfin je sais pas, essayer de taper en. Alors évidemment, c'est pas un sport de. Enfin, c'est pas une course, ils le disent, hein, c'est trottiner ou éventuellement juste marcher. Donc, mais rien que d'effectuer un effort physique avec ses jambes tout en tapant, il y a quand même, je pense, un temps d'adaptation. Je sais pas, Greg, est-ce que tu as essayé de faire ça? T'es sportif, toi? Ouais, alors moi je suis effectivement le sportif hein, de l'équipe, pas du tout. Non, moi j'ai effectivement, je sais pas, j'ai déjà couru en téléphonant ou en envoyant un SMS. C'est infaisable de toute façon. Après, effectivement, la marche, ouais, je sais pas, moi j'arrive pas à associer de toute façon du sport à. Bon, c'est pas du sport à haut niveau, hein, mais même de la marche pendant que je travaille, pendant que je fais autre chose, mais pendant que je suis en train vraiment de travailler, je sais pas, réfléchir ou en train d'écrire un mail ou voilà. Bon, Ouais. j'ai un peu de mal à envisager ça. Par contre, pour ce qui est de la station en elle-même, le fait d'être debout assis, en France en tout cas, dans ma boîte, on est plutôt sensibilisé sur toutes les problématiques de positionnement du dos, de relever la tête, de monter l'écran, éventuellement relever un peu les pieds. Mais alors, pour en avoir discuté avec des amis qui travaillent aussi à Paris, alors plutôt pas forcément dans les startups, hein, et encore, j'ai jamais entendu parler de bureaux qui montent, même si c'est manuel, encore moins avec des moteurs. Hein. C'est quelque chose qui est pas, à mon avis, pas près d'arriver, en tout cas en France. il y a Alors, des nouvelles expériences comme ça qui se font récemment. On pouvait parler de Yahoo qui, pendant un temps, avait décidé de laisser tous leurs employés travailler depuis la maison. Bon, bah, résultat des courses, ils ont rapatrié tout le monde dans les locaux, ça n'a pas du tout fonctionné. Euh, la productivité des gens s'était effondrée. Donc ouais, c'est aussi à prendre avec des pincettes, c'est-à-dire qu'on t'annonce ça comme la prochaine révolution, et au final, alors que c'était assez logique, hein, c'était assez logique, tu travailles de chez toi, donc tu perds pas de temps de transport, d'un point de vue de l'entreprise, en fait, on sait aussi que c'est un peu un piège, c'est-à-dire que
On te dit pas d'horaire de travail, mais en fait, tant que tu fais ton boulot. Et comme tu as plus de boulot que, que de temps pour travailler. Ouais, alors je le comparerais enfin, je pense pas que ça soit comparable, en ce sens où le travail de la maison, enfin, nous on le fait beaucoup ici par exemple, je pense que ça doit être un choix qui est libre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont te dire, ils vont essayer de travailler de la maison, ils vont te dire, je ne peux pas travailler de la maison parce que j'arrive pas à me concentrer. Et j'ai beaucoup de collègues qui ont essayé, qui ont la possibilité de le faire, mais qui ne le font pas, tout simplement parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas assez productifs et qu'ils préfèrent un changement d'environnement, C'est mon un cas. changement, tu vois. Ouais, exactement. C'est mon Moi, cas. ça dépend en fait. Ça dépend de certaines tâches. Je sais que si il faut que dans mon boulot, j'ai à lire beaucoup de bouquins, etc., bah, je préfère lire mon bouquin à la maison, tu vois. Moi, je te donne un exemple. Hein, Mais tu, ouais. tu as tes maths, tu as un projet à faire, tu es à la maison et tu as ton coloc qui a lui aussi Europa Universalis sur son ordinateur. Ouais, C'est non, dur. c'est ça. Ouais. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent, C'est Théma certain. étant notre école à laquelle nous avons tous participé, donc c'est pour ça qu'on s'est connus là-bas. Cela étant, moi, j'aimerais juste rebondir sur un élément qui a juste prendre un pas en arrière sur ce phénomène-là, là, et se rendre compte un petit peu tu vois, du well-being of employees, tu vois. Cette idée que les entreprises ont aujourd'hui, enfin de plus en plus, d'aller chercher le savoir-être de ses employés, finalement. Si tu prends par rapport à la pyramide de Maslow, tu sais, Ouais, ouais. au départ, fallait absolument que tu donnes juste un bureau. Après, tu vois, Un si tu veux, stylo. on va, voilà, un stylo, enfin, si tu veux, le nécessaire pour travailler, les fournitures, etc. Puis après, plus tu vois, on a des acquis, plus on monte dans cette pyramide-là, jusqu'à un moment où on arrive dans une étroitesse assez délicate dans laquelle les entreprises vont essayer de faire des expérimentations, comme tu me le disais, pour rendre ses employés plus heureux. Et je citerai Richard Branson, vous connaissez tous, hein, Oui. Virgin, qui a une citation qui est assez connue, mais que j'aime beaucoup. Il dit en anglais, Clients do not come first, employees come first. Hmm. If you take care of employees, they will take care of your clients. Tu vois? Et ça, je trouve ça très intéressant, déjà parce que Virgin est ce qu'il est, donc c'est quand même une énorme compagnie, global company. Et je pense que beaucoup d'entreprises aujourd'hui pensent de cette même manière-là. Et donc vont essayer, tu vois, je préfère une entreprise qui va essayer d'expérimenter, soit en mettant, tu vois, à disposition ce type d'infrastructure, qu'une entreprise qui reste très, très, très rigide sur ses acquis et qui n'essaie pas tu vois, Mais de faire je quoi que suis ce soit. Donc assez, Yahoo était... je suis assez d'accord. Je ouais. suis assez d'accord. C'est-à-dire que avoir une bonne ambiance dans la boîte, etc. C'est important. Ça te permet de garder notamment de garder tes employés. Je le vois dans la boîte. Je passe une semaine sur deux en Chine. À l'usine, on a des super bureaux. C'est-à-dire qu'on a un max de place, on a un bar, c'est une sorte de petite discothèque là. On a même un flipper, etc. C'est quelques jeux comme ça. Donc on est bien cette ambiance-là. Mais voilà, maintenant de savoir tester des choses, savoir si ça a marché, parce que là c'est la question, hein, c'est savoir est-ce que ça a marché, est-ce que ça va arriver chez nous. Mhm. C'est encore autre chose. Mais ce qu'on Ouais. parle pas dans l'article, juste une dernière truc, c'est qu'on parle pas surtout du coût, en fait, au final. Oui, Tu sais, oui, puis justement, moi, c'est sur quoi ça- je voulais terminer, c'était effectivement le prix. Peut-être que pour une start-up équipée, une dizaine de bureaux, racheter des chaises un peu spéciales, ça a un coût, mais moi, je vois, alors au siège, on est 200, en France, on est 5000. Racheter 5000 bureaux, c'est pas envisageable, quoi. Donc c'est sûr que les prix, hein, j'ai regardé un peu les prix de cette chose. La table qui monte, le bureau, on est entre 3000 et 5000 dollars. Le vélo, il est à 350, mais la chaise de dentiste, à la fin, elle est à 6000 euros. Et puis Ouais, ouais. voilà, c'est sûr que c'est un coût. Après, pour rappeler ta citation, le bien-être au bureau
bureau n'a peut-être pas de prix. Si tes employés sont bien et si ils sont pas en train de se ruiner la santé, les vertèbres, je pense qu'il y a des maladies qui vont apparaître. Enfin, il y a déjà des choses qui apparaissent au niveau du canal carpien, ce genre de choses. C'est les maladies du futur. On descend plus à la mine, ou plus, en tout cas en France. Mais on a effectivement, je pense, les maladies du futur qui vont arriver, et ce genre de choses, ça peut être un investissement. Mais bon, de là à faire des plans sur le futur, c'est pas facile. Alors, il y a deux choses que j'aimerais rajouter là-dessus. La première, c'est que j'ai appris très dernièrement que à horizon 10 ans, 70% de la workforce mondiale sera issue du millénium. Ok ? Donc, alors ça, c'est assez intéressant parce que arriver au bureau et pouvoir ajuster son bureau de cette manière-là, pouvoir finalement faire du sport en même temps, c'est très ludique. Et ça plaît énormément à la workforce de demain. Beaucoup plus que nous, qui ne sommes pas de cette génération-là. Bon, on n'est pas des vieux cons non plus, mais je veux dire, on n'est pas cette génération-là quand même. Il faut, je pense que les problématiques de maintien de ses employés dans sa compagnie, parce que je le vois ici, par exemple, à la Silicon Valley, le temps moyen par compagnie, c'est 2 ans. C'est pas énorme 2 ans, c'est très rapide. C'est tous les 2 ans, tu changes de compagnie. C'est d'ailleurs comme ça que tu es promu, etc. C'est-à-dire que c'est une ascension qui est très, 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 très chaotique en termes de nom, mais en fait, ça n'empêche pas que c'est très intéressant et c'est full experience, etc. C'est super intéressant. Cela étant, je pense que cette problématique d'essayer d'accommoder finalement le contexte du travail de manière très ludique, ça va être un des leviers, peut-être aujourd'hui qui n'est pas spécialement, qui est anecdotique, demain pourra peut-être être un des leviers principaux pour essayer de maintenir ses employés dans sa compagnie. Donc ça, c'était un premier élément que je voulais citer parce que ça, c'est assez intéressant. Et le deuxième élément, pour quitter cette idée un petit peu on a cité donc le travail debout, le travail couché en gros, puis le travail avec un petit peu de sport. Il y a un autre élément dans l'article qu'on n'a pas parlé, c'est les chaises qui se rangent toutes seules. Ce qui est un petit peu carrément, tu sais, c'est les chaises qui sont produites par... c'était quoi la compagnie d'ailleurs Je ne sais pas s'il la cite. Non, il ne la citait pas. Si. Ah, il la citait pas. Il me semblait que c'était une compagnie de voitures ou quoi que ce soit qui avait participé à la... Ah oui, tout à fait. Oui, c'est Nissan. Nissan, tout à fait. Exactement. Donc c'est Nissan. Donc et je trouve que ça n'a rien à faire dans l'article. Je trouve que c'est complètement une autre problématique. Déjà, ça c'est mon avis personnel et je vais vous laisser parler là-dessus. Moi, ça m'a horripilé ce truc-là. J'étais vraiment énervé en face de mon PC parce que je trouve que faut arrêter de créer des médias à l'effort. Et je trouve que ranger sa chaise après un meeting, comme laver sa table après un meeting, c'est-à-dire prendre sa cup de coffee et puis la balancer aux ordures, c'est du savoir-être. Tu vois. Et si tu empêches les gens d'être juste bien par la technologie, tu contrecarres juste la bonne éducation. Ça me fait chier. Honnêtement, je vous le dis tout de suite, je trouve que c'est de l'innovation foutue en l'air pour rien. Donc, je vous laisse parler. Allez-y. Ouais, j'avais même pas relevé, moi, le point. Effectivement, c'était la dernière chose de l'article. Je n'en ai même pas parlé. Ça m'a même pas traversé l'esprit que ça puisse exister. Je voyais pas l'intérêt, donc je partage entièrement cette chose. Il y a, la moindre des choses, c'est de remettre son... En plus, ça coûte rien, quoi. Tu te lèves, tu remets ta chaise, tu remets pas 60 chaises non plus, tu remets la tienne, et puis tu jettes ton truc, et puis voilà, quoi. That's it. Basta. Exactement. Pour enchaîner un peu, parce que le temps passe, pour s'occuper des employés, il faut encore en avoir. Et donc, Grégoire nous a dégoté un autre article. Mercedes remplace 2 robots par un homme. Il a fait des transitions toute sa vie. Je pense que... Jean-Michel, transition, donc tu vas être préposé aux transitions, c'est très bien. Effectivement, dans le second article, alors encore une fois sur BFM Business,
L'article s'appelle Mercedes-Benz enlève du boulot aux robots pour le redonner aux ouvriers. En 2 mots, Momo, suite à la multiplication des options qui, sur certains modèles, notamment sur la classe E. Alors ça déjà c'est un premier point, la multiplication des options. Aujourd'hui c'est devenu un fort argument marketing de succès de toutes ces voitures, le fait de pouvoir personnaliser. On est, comme disait Fabien avant, avec les gens qui viennent du Millennium, c'est sûr que la personnalisation, c'est aujourd'hui quelque chose qui fonctionne, et évidemment jusqu'à la voiture, le fait de se dire, on n'a pas tous la même Ford T noire. Eh bien, cet argument marketing fait que c'est de très, très bonne voiture. C'est de plus en plus complexe à faire parce qu'il y a autant de personnalisation qu'il y a de clients. Ils n'ont pas trouvé, en tout cas le robot pour l'instant, qui permet de pouvoir être aussi flexible. Et il remplace tout simplement un robot par 2 employés, c'est ça? Ou c'est l'inverse? Je ne sais plus. C'est 2 robots par un employé, il me semble, non? C'est pas ça? Ouais, c'est ça. Oui, 2 robots par un employé. Et là, en l'occurrence, ici, c'est sur l'affichage tête haute. Et l'autre avantage qu'il disait également de ça, c'est de pouvoir dire que en un week-end, on peut changer un outil de production, une personne peut passer d'un poste à l'autre, alors que pour reprogrammer une chaîne de production de robots, il y en a pour plusieurs semaines. Donc voilà le sujet de l'article. Alors, ce sujet-là, il s'accompagne forcément de 2 autres thèmes qui sont d'un côté les intelligences artificielles, c'est-à-dire que tu parlais là de justement reprogrammer, etc. L'intelligence artificielle, sans rentrer dans les détails, c'est en train d'arriver. C'est en train d'arriver, ça s'améliore de jour en jour, et on commence à avoir des choses assez impressionnantes. Donc, sur le côté reprogrammation, je crois que on finira quand même par revenir au robot par rapport à l'homme. De l'autre, on a la capacité du robot à faire quelque chose, à être autonome, à pouvoir faire un certain nombre d'actions. On a l'exemple du robot Atlas, donc robot de Boston Dynamics qui appartient à Google. Eh bien, il y a une vidéo qui tourne en ce moment qui est très très impressionnante du robot qui, sans aucun câble, un robot humanoïde qui n'a aucun câble qui pend de nulle part et qui est capable d'aller ouvrir des portes, de se déplacer de façon autonome, qui est bien au courant de son environnement, qui peut tomber, se relever et qui est capable de faire des tâches. Et on a un exemple qui est, en grosso modo, il est dans un entrepôt et il va ramasser des caisses et les mettre au bon endroit, etc. Donc je crois que sur ces 2 points-là, je pense pouvoir dire sans trop de problème que les robots finiront par remplacer les hommes, même si, du moins pour la manutention, pardon. Même si temporairement c'est pas au point et donc on revient sur une solution humaine à court terme. Alors tu me permets une seconde que je te donne mon avis là-dessus parce que alors bon, juste pour votre information, je fais partie de l'équipe Artificial Intelligence ici au lab de San José, donc je peux vous en parler puisqu'on a développé certaines trends, surtout du how disruptive, donc comment le AI will be disruptive in the industry, right? Donc comment ça va être disons, je permets mon ça perturber l'entreprise. Perturber, ouais. Comment ça va changer en fait, tout simplement le business model des compagnies. Et en fait, la première chose à dire, c'est qu'aujourd'hui, la tendance technologique qu'on a sorti nous et qui aussi est reconnue par d'autres compagnies comme IBM notamment avec Watson, etc. C'est pas spécialement c'est pas spécialement le remplacement des hommes, tout simplement. C'est finalement que tout ce qui est robotique et artificial intelligence, ça vient compléter l'homme. C'est-à-dire que ça vient, si tu veux, être le partner, le partenaire de travail pour une meilleure productivité. Pour moi, c'est un faux argument. C'est un faux argument et je vais te dire ça pourquoi. Mais parce c'est les que compagnies tu qui améliores décident, la productivité d'un homme, eh bien, oui, il va aider un homme, là où tu en avais 3 auparavant.
Donc tu vas C'est sûr. remplacer 3 employés par un, et effectivement ça va compléter un employé, mais ça va quand même en remplacer deux. Donc Alors, dire que non, on ne mais remplace mais pas, on aide, c'est pas tout à fait ça. tu viens quand même de changer un peu ton fusil d'épaule en disant que on passe d'un remplacement catégorique à une substitution de certains Non, du je nombre, crois que en fait, à une altération c'est du juste nombre temporaire. Il y a une temporalité, c'est-à-dire que tu commences par épauler un homme, tu finis par le remplacer complètement. Moi, je pense pas qu'il y aura un remplacement total, en tout cas pas maintenant, et on n'est pas du tout là en Pour la termes de manutention, business on est case. bien Pour la d'accord. manutention, Ouais, ouais, ça, c'est mais sûr, c'est important. Mais pour la manutention, certes, mais il y aura quand même une pression sociale qui sera là. Il y aura quand même une, Je dis pas. une, Elle est une déjà là. difficulté. Elle est déjà là. Et il y aura quand Regarde, même une l'exemple difficulté de la si tu veux à remplacer l'eau. Et au-delà de ça, il y a quand même aussi tout un enjeu d'éthique, tout un enjeu, voilà, plein d'enjeux qui font que moi-même, hein, je serais tout à fait partisan, puisque la manutention, c'est quand même des travaux qui sont difficiles, qui sont dangereux parfois. Donc pourquoi pas juste les remplacer par des machines, au pire, et reconvertir tous les gens qui sont en dire ça manutention aux en gens. chose. Ouais. Exactement, c'est ça. Non, mais c'est ça l'enjeu, et c'est pour ça que c'est pas un débat facile. Cela étant, juste pour revenir sur l'article, et Greg, je serais très heureux de t'entendre là-dessus aussi. Juste un élément, c'est que moi, je trouve cet article un écran de fumée total, en ce sens où déjà Mercedes, c'est pas ceux qui ont inventé le fait que waouh, les humains sont plus importants que les machines. C'est un calcul purement de combinaison productive. Pour ceux qui ont étudié de l'éco, ça va leur rappeler des cours de première ES ou un truc du genre. La combinaison productive, c'est quoi? C'est donc la teneur finalement que je vais utiliser en termes de capital ou de facteur capital ou facteur travail, d'accord? Donc en gros, le facteur capital, bon bah tout ce qui est assets, machines, etc. Facteur travail, tout ce qui est humain, donc les petites mains derrière les fourneaux. En gros, hein, je schématise vraiment beaucoup, mais l'idée étant, c'est que si tu reposes sur la table, tu vois, cette combinaison productive, et tu te dis, hey, mais les gars, utiliser des humains, ça nous coûte moins cher, parce que sinon, il faut faire 3 semaines de changement de programme, etc. Alors, réutilisons des hommes. Bah, finalement, ils n'ont pas spécialement dit, oh, waouh, c'est pas tant sur le waouh, on remplace des robots par des hommes, c'est plus sur, bah, c'est intéressant financièrement maintenant, mais demain, si on crée des robots qui sont capables de se reprogrammer plus vite et qui seront capables comment dire, de faire ces petites finitions, par exemple, je pense à l'impression 3D qui pourra faciliter cette différenciation en très très bout de chaîne, par exemple, ben, tout ça fait que au final, c'est un écran de fumée. C'est juste en attendant. Moi, c'est mon avis. Hein. C'est juste, tu vois, c'est juste. On est en train de le faire. Là, dans ma maintenant, boîte, on est en train de le faire. On vient d'acheter Ouais. une imprimante 3D à 600 000 yuan là. Ça représente ça 30 euros hein, pour ceux qui ne connaissent pas Ouais, le taux de conversion. Ça remplace, effectivement, ça remplace du monde. Hein. Ça remplace Là, du ça monde. remplace du monde et ça permet, voilà. Donc c'est un peu un écran de fumée. Maintenant, Greg, vas-y, ton avis là-dessus. Moi, ce que j'ai, les petites, les petites notes que j'avais prises, c'était qu'effectivement, ça rejoint tout à fait ce que tu viens de dire, Fabien. Là, on parle d'aujourd'hui, on parle d'un instant T. C'est bien évidemment avant que les robots type Atlas puissent faire leur apparition. On est encore sur des tests. Hein, on est vraiment sur les balbutiements, même si c'est déjà impressionnant. Hein. Puis les premières vidéos, les changements depuis la première vidéo sont incroyables. Là, on voit des choses qui sont vraiment hallucinantes. On interfère dans la vie du robot et il arrive à ramasser sa caisse. Elle est tombée un peu à droite, il la ramasse. Elle retombe à gauche, il la ramasse et il continue sa chose. Donc ça, c'est vraiment fort. Et avant que ce type de robot puisse faire leur apparition, c'est sûr que j'ai noté vraiment, pour moi, c'est un argument marketing de ce que vient de faire Mercedes, ce choix de dire regardez ce qu'on fait chez nous. Si c'était, Fabien, tu viens de le dire tout à fait clairement, si c'était basé sur un matin, nos robots, on n'arrivera jamais, on supprime tout, là c'est absolument pas le cas. C'est, tiens, là, juste vraiment en bout de chaîne, sur une toute petite option, on va la changer un truc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le dire à tout le monde et on va leur montrer que nous, pour nous, c'est les humains d'abord. Bon, je suis entièrement d'accord, c'est clairement un argument marketing et attendons de voir qu'on ait des vrais robots qui puissent faire des choses incroyables.
qui rentrent sur les usines de production, je pense que ça va faire beaucoup de mal. Alors, justement, en parlant de faire du mal, hein, on en parle avec légèreté là, mais faut voir une chose qui est quand même dingue. C'est qu'on a une sorte de promesse officieuse vis-à-vis de tous les pays pauvres, hein, qui est vous êtes suffisamment pauvres maintenant pour qu'un jour votre tour vienne où les usines viendront s'installer chez vous et sortiront le pays de la misère. Pour faire simple. Eh bien, et il y a beaucoup de pays qui attendent leur tour. Actuellement, c'est le Vietnam, hein, toutes les usines dans la région où on est là. Nous, on a ouvert une usine dans le Hunan qui va pas tarder à remplacer l'usine dans le Guangdong. On a des concurrents à nous qui se barrent au Bangladesh, d'autres qui vont au Vietnam. Ces pays, ils attendent leur tour. Et avec l'arrivée des robots, eh bien, on est en train de casser en gros cette promesse et on va forcer un certain nombre de pays à rester dans la misère. C'est-à-dire que ces gens-là qui attendent leur tour, si les robots se développent, ils ne pourront jamais se développer économiquement. Non, mais Plus ils sur ce construiront les modèle-là. robots. Ils construiront les robots. Il y aura tout. Il y Alors aura la toujours quelque légèreté chose à dont je construire. parlais, Non, mais sans blague à part. Et si, blague à part, c'est quand même quelque chose qui Les robots pourront pas se construire tous seuls, hein, et donc du coup, il faudra quand même quelques petites mains pour justement, construire les robots. tu dis ça en rigolant, mais si. Si tu crées les Oui, robots oui, qui bah, créeront les autres robots, bon. bah si. Enfin bon, c'est l'œuf et la poule, mon ami. Il y aura toujours des. Enfin, Oui, mais bon, tu On vas n'a pas arriver à un fini moment sur- donné où tu n'auras plus besoin de l'humain. Ouais. Eh bien, je propose que nous ne réglions pas le problème aujourd'hui et qu'on laisse. On fera une deuxième émission où on parlera de la suite de ce problème. Pourquoi pas, si jamais d'ici là les choses auront avancé. Le thème suivant que je souhaitais aborder, enfin que nous souhaitions aborder, hein, c'est pas moi qui décide. C'était Mais celui-là, il est quand même un peu toi du cœur quand même, hein. lequel? Tu penses auquel? Non, bah, je pense. Ah, je sais pas. Est-ce que c'est celui sur la télévision et la censure ou est-ce que. Ah, bah, si vous voulez, Ou est-ce que tu veux garder ça Moi, pour On la peut fin? terminer là-dessus, je crois. on va terminer, parce que sinon je risque de quitter l'émission en cours. Non, En on cours peut, d'enregistrement. le thème suivant. Vous avez vu ces dernières semaines ce thème des ondes gravitationnelles qui a été abordé. Moi, ce que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, ou dans les journaux, totalement incroyable. Les ondes gravitationnelles, ouah, c'est complètement fou. Et puis quand tu commences un petit peu à essayer de comprendre ce que c'est, ce que ça représente, tu dis mais alors pourquoi ça change la face du monde? Ouais, mais attends, mais tu te rends pas compte, Einstein, incroyable. Ok. Quand on a dit ça, on n'a rien dit. Je voulais avoir un peu votre avis sur quels sont pour vous les enjeux. Rappelez rapidement peut-être ce que ça représente, et puis ensuite quels vont être les enjeux pour le futur, ce que ça nous change, nous, petits humains, dans notre quotidien. William, je te laisse peut-être démarrer. D'accord. Alors, il y a une phrase qui résume bien la chose. Alors, je vais la dire en anglais et je vais la traduire. Matters tells space how to curve, and space tells matter how to move. Alors, la matière dit à l'espace-temps comment se courber, et l'espace-temps dit à la matière comment bouger. C'est assez important, parce que si on explique ce que c'est, la masse crée de la gravité. Cette gravité se propage comme une onde, et cette onde-là, en fait, elle va changer les distances, elle va changer l'espace-temps. C'est-à-dire que s'il y avait 1 mètre entre moi et Grégoire, une onde de gravité passe entre nous, il y aura peut-être 1 mètre et quelque chose. Donc les distances, ça change carrément notre réalité. C'est-à-dire que la gravité change notre réalité. Et surtout, elle n'est pas fixe, elle est changeante. La deuxième chose qui est importante à comprendre,
c'est que eh bien, on a un tas de scientifiques qui sont là pour essayer de découvrir l'univers, et on cherche tous à savoir quel est notre univers, découvrir des nouvelles planètes, etc. Pour pouvoir découvrir de nouvelles choses, on a besoin de pouvoir les observer. Or, aujourd'hui, quand on regarde dans l'espace, on se sert essentiellement de la lumière. Alors, sous différents spectres, hein. Mais sauf que la lumière, elle peut être arrêtée. Elle peut être arrêtée par des objets. On peut voir ce qu'il y a derrière d'autres objets. Elle peut diverger. Elle peut tout simplement devenir tellement fine, comment dire. Elle peut ne pas arriver jusqu'à nous. Les ondes gravitationnelles ne peuvent pas être arrêtées. Donc si on peut capter les ondes gravitationnelles, on peut voir ce qui se passe dans l'espace. Voilà. Ok, Donc, excellent. J'espère que vous après, avez pris des notes parce qu'on va passer après avec un test, hein, donc absolument, prenez des notes. les médias, Grégoire disait, il ne comprenait pas ce que les médias disaient. Alors effectivement, il y a quelque chose d'impressionnant, c'est que il y a 100 ans tout juste, Einstein avait prévu ça. Et quelque chose de drôle, c'est que Einstein avait dit que cette découverte-là, c'était sa plus grosse bourde, parce qu'il pensait pas que c'était vrai. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui que sa plus grosse bourde, c'est d'avoir pensé que c'était une bourde. Donc Einstein Voilà, est une Mais grosse tu parles pas de la. Attends, tu parles de la. Est-ce que c'est relié à la constante cosmologique, ce que tu me dis? Parce que Oui, ok. c'est-à-dire que c'est par rapport à l'univers, c'est pour revenir En rentrer expansion. dans le détail là. Ouais. Quand il... Non, mais voilà, exactement. désolé, non. C'est pas l'expansion elle-même. Il avait découvert que l'univers était en expansion, il n'y croyait pas. Il a donc Oui, donc rajouter trouvé... une constante dans ses équations pour le rendre statique. Exactement. C'était une erreur puisque finalement il n'y croyait pas. Oui, je sais bien. Il pensait qu'il s'était trompé et finalement il s'était pas trompé. Et là on a peut-être perdu un peu les gens. Voilà. Oui, donc je voulais juste vous dire que en fait, cette découverte, c'était le dernier élément de l'ensemble des découvertes d'Einstein qui n'avait pas été prouvé. Donc ça, c'était un des premiers éléments, enfin, le pourquoi du « oh waouh, c'est exceptionnel ». Bien sûr. C'est parce que Einstein avait découvert, ou du moins, voilà, on a mis beaucoup de temps à prouver par l'expérimentation certaines de ces découvertes. Et donc celle-ci étant la dernière à découvrir. Donc ça, c'est un des premiers points quand même qui est important. Et le deuxième point, c'est que, comme tu l'as dit, et j'aime bien cette façon de résumer les choses, c'est une nouvelle façon d'observer l'univers. Et ça, c'est important parce que la possibilité de détecter des ondes gravitationnelles, d'ailleurs, c'est très difficile. Enfin, en tout cas, le dispositif qui a été nécessaire pour les découvrir, on vous mettra une petite vidéo dans la description. Il est quand même monumental, puisque ce sont deux laboratoires extrêmement spécifiques aux États-Unis. Donc l'un au centre des États-Unis, il me semble, et puis l'autre en Louisiane et je crois dans qu'il est en Floride. l'État de Washington. Ouais. Voilà, exactement, merci. Donc en gros, avec quand même, je crois que c'est un tunnel d'1 kilomètre à chaque fois, ou quelque chose comme ça. 5 km. Ouais, non, voilà. En tout cas, ouais, c'est quand même des grosses installations pour trouver finalement un décalage, je dirais, dans des mesures qui est infinitésimale, hein, qui est extrêmement, extrêmement faible, mais qui prouve l'existence de ces ondes gravitationnelles. L'idée étant, c'est que grâce à cela, on va savoir où orienter nos yeux. C'est le premier truc qu'on va pouvoir faire avec ces ondes gravitationnelles. C'est où orienter nos yeux pour voir ou pour observer des phénomènes cosmologiques rares, comme par exemple l'entrée en collision de deux trous noirs. D'accord ? Ça, c'est un des premiers éléments qui va être utile. Tu me confirmes? Ça paraît bête, hein. Ça paraît bête, mais en fait, l'espace est tellement énorme que on passe à côté de plein de choses. Ce qu'on a pu observer en détail, en fait, c'est une fraction de ce qui nous entoure. Absolument. Absolument. Et regardez notamment le nouveau projet de la NASA. Alors, ils vont lancer un nouveau télescope. Oui. Pour remplacer Hubble, il me semble.
Et vous allez voir que c'est impressionnant de voir ce que Hubble peut voir en termes de représentation, en termes de ciel, ce qu'il peut observer. Et ce que le nouveau télescope va pouvoir observer, c'est 10 fois ou 20 fois plus grand, c'est énorme. Mais ça reste pas Mais ça grand-chose. reste encore, Ouais, exactement, ça reste minuscule. encore très faible. Et donc du coup, l'écoute finalement de l'univers sur ce versant-là, Savoir où regarder. sur ce plan-là, exactement, c'est crucial. Et c'est crucial pour plein de raisons. C'est crucial pour observer des phénomènes extrêmement rares et extrêmement difficiles à détecter. Et c'est crucial aussi pour comprendre l'origine de notre univers et la fameuse théorie du tout. Donc j'imagine que certains d'entre vous ont entendu parler du mur de Planck, qui est en fait le plus loin possible que l'on peut remonter en regardant la lumière, hein. Après, au-delà de ce mur de Planck, finalement, les photons n'étaient pas capables de sortir de la mélasse de ce qui formait l'univers primitif. Donc l'univers, je dirais, très jeune, qui était extrêmement chaud, extrêmement dense, qui n'avait pas une température infinie, par ailleurs, ça a été prouvé, mais qui était tellement dense que les particules de lumière, qui sont les photons, n'étaient pas capables de sortir. Donc à un moment, en fait, à un âge particulier, je ne me souviens plus de l'âge particulier de l'univers, eh bien, qu'on appelle le mur de Planck, à ce moment-là, il y a eu une émission phénoménale, une émission extraordinaire de lumière, et c'était donc l'arrivée donc, de la lumière dans l'univers. En tout cas, son expansion. Donc ça, l'idée étant, c'est que au-delà de ce mur de Planck, il est extrêmement difficile de comprendre les mécaniques initiales. Et pourquoi on s'intéresse à ça ? C'est parce qu'on s'intéresse à la théorie du tout. Alors la théorie du tout, c'est lorsque finalement les théories macroscopiques, donc je dirais les théories de la relativité générale, relativité restreinte d'un bord, et les théories quantiques de l'autre bord, hein. On sait qu'on a cette dualité qui est toujours aujourd'hui l'un des plus gros mystères, ou en tout cas l'une des plus grosses questions scientifiques aujourd'hui, c'est d'essayer de trouver une théorie. Alors, certaines théories, comme la théorie des cordes ou la théorie quantique à boucle, tentent d'essayer d'atteindre cette théorie du tout, qui vient réconcilier la mécanique quantique, donc la théorie pas du microscopique, c'est aberrant de dire ça, mais la théorie du très petit, avec L'infiniment petit. l'infiniment petit, avec la théorie de l'infiniment grand. Et donc, la découverte de ces ondes gravitationnelles, qui nous permet de savoir où regarder, qui nous permet de comprendre d'autres phénomènes cosmologiques, nous approche un peu plus de cette fameuse théorie du tout. C'est ça qu'il faut... Je pense, ce message-là, et je ne sais pas si vous êtes d'accord les gars, mais je pense que c'est ce message-là qui n'est pas passé, ou en tout cas qui n'a pas été spécialement... Il n'est pas passé Ouais. du tout dans les... Il n'est pas passé. Et c'est dommage parce que, bon, oui, on est peut-être un peu rentré dans les détails là, mais regarde, ça a pris 3 minutes pour le décrire. Et je pense que voilà, ça a été simple, et au moins les gens peuvent se dire, ah ouais, ben voilà pourquoi on dépense déjà des quantités astronomiques, et je fais pas de jeu de mots, d'argent pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Mais c'est quand même Alors, un je crois aspect que crucial. ça va même au-delà de ça, justement. Qu'est-ce qu'on en fait de ça ? C'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on dépense de l'argent pour découvrir des choses. Sur le moment, on ne sait pas trop à quoi ça sert. Mais quand on a découvert l'électricité, on ne savait pas trop à quoi ça allait servir non plus. Or là, on a quand même tous une sorte de rêve, hein. Je crois que tous les joueurs de PC, de Star Citizen, de Elite Dangerous, etc., s'y reconnaîtront. C'est-à-dire que on veut coloniser l'espace. Or, on a 2 problèmes pour coloniser l'espace. Le premier, c'est quitter la planète Terre. Ça demande une énergie dingue. Pour l'instant, on ne sait pas comment créer de l'énergie de façon infinie. Donc, on est bloqué un peu sur Terre. Regarde Ça coûte cher. Interstellar. Je vois pas comment tu... Voilà, c'est par facile, exemple. tu regardes Interstellar. Ouais. Pardon, vas-y, Tu as vu donc, ce documentaire quitte. ou pas? C'est basé sur une histoire vraie, hein, bien sûr. Oui. Oui, bien sûr, oui. Et la deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on est dans l'espace, eh bien, on se rend compte que l'homme a beaucoup de mal à vivre sans gravité. C'est-à-dire que le corps humain est fait pour vivre à une certaine gravité. Et on a un des astronautes américains qui vient de revenir, Scott Scott Kelly. Scott Kelly.
Oui, c'est ça. Et on a plein de problèmes de santé très rapidement quand on est dans l'espace. Donc, si on veut vivre dans l'espace, il va falloir qu'on sache recréer une certaine gravité. Or, nous ne pouvons pas observer la gravité. On sait la mesurer, mais on ne savait pas ce que c'était. Il faut bien commencer quelque part pour commencer à étudier la gravité, à comprendre comment ça fonctionne. Si on veut un jour avoir l'espoir de recréer cette gravité et de l'éviter pour quitter la Terre. Voilà, je sais que Fabien, lui aussi, veut en arriver là. Exactement. Et pour ceux, voilà, c'est clair que tous les postulats que l'on regarde, par exemple, si vous avez vu, comment ça s'appelle, The Martian, Oui. avec Matt Damon, qui est pas trop déconnant dans l'absolu, enfin, en tout cas. Oui, ils ont travaillé qui est- avec la NASA sur pas mal d'aspects scientifiques. Hein. Exactement, et et on voit très bien, pour boucler sur ce que dit William, c'est le vaisseau avec lequel l'équipe repart en laissant Matt Damon sur le carreau. Je pas de spoiler, mais voilà, ça c'est dans les premières minutes du film, donc voilà, il n'y a pas de problème. En fait, il y a une gravité qu'on appellerait artificielle. D'ailleurs, c'est cette espèce d'anneau là. Il y a une fille qui fait du sport d'ailleurs à l'intérieur de cet anneau, où concrètement ils sont attirés comme si vous marchiez sur la Terre. Donc ça, aujourd'hui, voilà, c'est un peu compliqué à réaliser. En tout cas, on n'a pas réussi à faire ce genre d'éléments là. C'est pour ça que on voit finalement les astronautes en chute constante. C'est ça la pesanteur d'ailleurs, pour ceux qui se demandent ce que c'est finalement ils tombent constamment autour de la Terre. C'est ce qui les rend d'ailleurs en lévitation constante. Donc voilà, donc en gros, pour pas trop rentrer dans les détails trop scientifiques, mais toujours est-il que ça reste des questions fondamentales qui sont pour la découverte de l'univers, et que justement les ondes gravitationnelles, ça, comme tu dis, sont une première porte d'entrée pour comprendre un peu tous ces phénomènes-là. Donc c'est ça qui est important également. Et je vous invite d'ailleurs dans les prochains jours à suivre les aventures de Scott Kelly, qui je pense quand même, c'était impressionnant de faire 340 jours dans Il a l'espace. réellement un jumeau sur Terre ou non? Absolument. Donc il était, Voilà. j'ai pu le vérifier parce qu'il était, j'ai pu le vérifier en direct, effectivement. Non, À la naissance. c'est ça, à la naissance. J'étais là. Non, en fait, il l'attendait. Je savais pas non plus, mais j'ai même pas regardé sur internet ou quoi que ce soit, mais il l'attendait à son retour en avion. Je l'ai maté en direct sur Facebook là, et il était là. Oui, il a un jumeau. Alors je sais Ça va être probablement que oui, c'est intéressant. C'est intéressant de voir comment la dégradation du corps se fait entre 340 jours dans l'espace par rapport à. C'est sûr. Il a pris cher, c'est sûr. Attends, les radiations, la vision déjà qui a baissé. La vision, ça c'est sûr. Ouais. Certain. Bon, messieurs, concernant les ondes gravitationnelles, en un mot, prix Nobel ou pas? Mo? Oui. Alors là, il y a une ribambelle de prix Nobel qui vont être distribués. Fabien? Prix Nobel. Bon, oui, prix Nobel, oui, mais je suis contre cette idée de prix Nobel parce qu'il y a beaucoup de scientifiques dans l'histoire qui n'ont jamais eu le prix Nobel, à commencer par Mendeleïev. Donc voilà, je dis oui, mais ça n'empêche pas il faut pas oublier qu'il y a beaucoup de découvertes qui mériteraient des prix Nobel et qui ne l'ont pas. Si c'est une manière de récompenser un travail scientifique notable, eh bien je dis oui, effectivement, ça mériterait un prix Nobel. Ça aide aussi, je crois qu'il y a pour un certain nombre de gens, c'est le but d'une vie